Nous allons donc commencer notre séance. Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous salue et je salue les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je salue également Madame la députée, les autorités civiles et militaires et du consulat. Je salue bien entendu l'ensemble des membres du Congrès. Je salue enfin l'administration du gouvernement, du Congrès et le public et la presse. Avant de commencer notre séance, j'avais l'intention et j'ai l'intention de dire quelques mots. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être présents aujourd'hui au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour cette réunion importante de notre Assemblée. Je voudrais surtout remercier les élus femmes qui ont travaillé avec beaucoup d'ardeur et de conviction toute la journée pour faire émerger des mesures destinées à améliorer la condition des femmes en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comme je l'ai dit aux élus ce matin, je crois que le meilleur moyen de faire progresser la cause des femmes en Nouvelle-Calédonie, c'est de leur ouvrir des espaces de réflexion et de discussion, c'est de leur permettre de faire elles-mêmes des propositions. À titre personnel, je considère qu'il est nécessaire de faire évoluer la situation des femmes en Nouvelle-Calédonie à tous les plans, politique, économique et social. Les femmes calédoniennes doivent trouver leur juste place dans les institutions politiques, dans les conseils d'administration, mais aussi dans les emplois de direction du secteur privé comme du secteur public. À juste place en fonction de leur qualification, de leur diplôme et de leurs compétences. On ne peut plus admettre aujourd'hui que les femmes, simplement parce qu'elles sont femmes, soient traitées de manière illégale. De même, la femme kanak de statut coutumier doit trouver sa juste place dans notre système traditionnel. Il n'est pas normal qu'elle n'ait pas les mêmes droits que les femmes de statut de droit commun, d'autant qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire des études supérieures, à obtenir des qualifications et des diplômes. Dans toutes nos cérémonies coutumières, la femme, en réalité, la mère, est présente et honorée. Et si le rôle de l'oncle utérin est si important dans la coutume, c'est bien la preuve du rôle essentiel de la femme, car elle est source pour moi de vie. Si je suis là devant vous, c'est grâce à une femme qui m'a donné la vie. Permettez-moi d'avoir une pensée pour elle parce qu'elle n'est plus de ce monde. Les hommes oublient au fond, ou font semblant d'oublier cela. Pour moi, la femme est l'égale de l'homme. Je ne me pose même pas la question. C'est une évidence. D'ailleurs, j'ai poussé mes enfants, garçons ou filles, de la même manière pour qu'ils poursuivent leurs études, pour qu'ils acquièrent une qualification, pour qu'ils trouvent un métier leur permettant de se réaliser et d'être autonomes financièrement. Ce discours, je ne le tiens pas seulement aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme au Congrès. Je le tiens parce que je suis profondément convaincu que le combat pour l'égalité des hommes et des femmes est juste. Égalité professionnelle, égalité salariale. Je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole aux trois rapporteuses, à une rapporteuse. Ça sera Madame Vaya-Dimois. Mais avant, je voudrais encore une fois remercier les femmes élues qui ont fait, j'en suis sûr, un travail remarquable. Je voudrais remercier les trois journalistes qui ont animé le groupe de travail,
ainsi que les trois rédactrices qui ont formulé les propositions des élus, Livia Brio, qui a rédigé les documents qui ont servi de base de la réflexion. Merci. Je vais laisser la parole au secrétaire général du Congrès. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, pour préciser que nous avons mis en distribution auprès de l'ensemble des élus plusieurs documents que je vais récapituler rapidement. Il y a une proposition de vœux intitulée « Vœux relatifs à l'amélioration de la condition des femmes en Nouvelle-Calédonie », qui est la traduction du travail qui a été mené aujourd'hui en atelier par les élus. Les élus concernés ont souhaité également joindre en annexe de cette proposition de vœux, trois fiches qui ont servi de documents de travail dans le cadre des ateliers. Et enfin, Madame le membre du gouvernement en charge du secteur de la condition féminine a également souhaité que soit adressé aux membres du Congrès un document qui figure dans la chemise portant le logo du Congrès, du gouvernement, un rapport de l'Observatoire de la condition féminine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, Monsieur le Président. Merci. La parole est donc à Madame Bayadimoy. Et juste dire un petit mot avant de commencer, dire que c'est une première de la part du Congrès, donc merci, c'est une belle initiative. Dire aussi que c'est important que les femmes de courants politiques différents se réunissent, parce qu'en fait la parole a circulé dans une ambiance sans tabou. Elles ont pu s'exprimer et formuler leurs inquiétudes, leurs souhaits, et au bout de cela, eh bien, il y a eu 13 vœux qu'on va découvrir tout de suite. Et je remercie bien toute l'équipe, et puis aussi Claudine Véry et Anne Pitoisé. Voilà, merci pour cette belle rencontre et cette expérience. Merci. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc je voudrais d'abord, avant de commencer, remercier les élus qui m'ont porté cette responsabilité d'être la capteuse, la rapporteuse du débat et des échanges qui se sont déroulés, et comme l'a signalé l'ensemble des animatrices, qui se sont fait de manière très cordiale, mais surtout très fructueuse. Donc voilà. Et avant de commencer mon petit rapport, je voudrais simplement saluer, à la veille de la journée de la femme, l'ensemble des femmes du pays, et dire que ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes ici par le choix qu'elles ont fait, qu'ils ont fait lors des urnes. Donc aujourd'hui, ce que nous avons nous mettons en place, ou en tout cas ce que nous avons essayé dans nos échanges, c'est de faire un travail de réflexion, d'abord sur 3 ateliers. Donc les 3 ateliers, il y avait la femme, la famille, la femme et le travail, et la femme et la violence. Vous avez bien compris que c'est 3 thématiques vraiment très importantes qu'on a dû finalement condenser en une journée, ce qui a peut-être expliqué ce débat très riche, puisque nous avons terminé il y a une demi-heure. Hein. Voilà. Donc pour ce faire, je vais moi énoncer les mesures que nous proposons. Ces mesures, pour être plus précise, sont certaines sont transversales. Hein, donc elles vont toucher à la fois femmes et violences aux femmes, et travail, femmes et famille. Donc 13 mesures, et surtout dire qu'il y avait 13 élus femmes sur les 24. Alors la première mesure, et là je demanderai également à mes collègues qui souhaiteraient intervenir pour compléter, donc chacun essaiera de mesurer son temps de parole pour essayer d'apporter des explications complémentaires. Donc le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sollicite l'intervention des autorités compétentes afin d'élaborer dans les meilleurs délais les projets ou propositions de texte relatives à la mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie des mesures visant à améliorer la condition des femmes en Nouvelle-Calédonie.
on est bien consciente que, et ça c'est un élément qu'il faut dire, chaque province, que ce soit les provinces ou le gouvernement, des travaux ont été effectués ici et là. Et on se rend compte que il y a le travail, on va dire, la richesse des documents, la richesse des réflexions qui sont faites ici et là ne sont pas coordonnées de manière résonance pays. Et ça, c'est important de le souligner ici. Donc, le premier, la première mesure, aborder les violences conjugales comme un enjeu de santé publique. Voilà, ça, on a hiérarchisé les 13 mesures et c'est la première mesure qui apparaît prioritaire ici. Et là, je veux demander à mes collègues, par exemple, Madame Panchou ou Henriette Faye-Labaki, d'apporter certaines précisions. Merci beaucoup. L'idée de mettre la lutte contre la violence conjugale au titre d'un enjeu de santé publique, c'était pour nous une façon de dire fortement que cette lutte contre la violence doit être élevée de façon prioritaire, au titre d'un véritable fléau, qui doit être combattu à tous les niveaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient éducatifs, dès le plus jeune âge, et que nous considérons que c'est un mal à guérir, et pour lequel tous les remèdes seront bons. Ensuite, la deuxième mesure, mettre en place un plan d'insertion économique des femmes victimes de violences, formation, emploi, accompagnement psychologique. Alors là, cette mesure-là concerne les femmes victimes de violences. Et donc, lorsqu'elles intègrent ou elles arrivent à intégrer des dispositifs d'accueil, quand il en existe, et bien souvent, le malaise, le mal-être de ces femmes, elles ont une vie tellement déstructurée qu'il y a un accompagnement, ne serait-ce qu'au niveau de la formation pour trouver un emploi, un accompagnement psychologique, mais aussi un accompagnement pour retrouver un logement. Donc ça, c'est une priorité qu'on voudrait mettre en place aussi. Corinne, tu voudrais... Que lorsqu'on a abordé cette thématique, on a tout de suite pensé et parlé des différents foyers qui ont été mis en place dans les différentes provinces, pas dans toutes d'ailleurs, pour accueillir ces femmes en détresse. Donc il existe cet accompagnement premier, mais c'est vrai qu'on a regardé ce que le sociologue Passa disait, et il fallait aussi ne pas infantiliser la femme dans ce parcours-là. Il fallait lui redonner de la dignité et par conséquent il fallait lui retrouver un plan d'insertion. Alors ça voulait dire trouver des mesures qui lui permettent d'accéder au logement, en imaginant probablement que les organismes comme les sociaux, comme le de logement, FSH, SIC, donnent une priorité à ces femmes qui ont un parcours accidenté de vie, mais effectivement il leur faut un toit de façon urgente et elles ne peuvent pas rester dans ces foyers ad vitam aeternam. Il leur faut, pour celles qui sont capables et qui ont cet accompagnement psychologique, parce que comme le faisait remarquer la plupart de mes collègues, c'est difficile de reprendre un travail lorsqu'on est dans cette situation, mais que celles qui arrivent pourraient bénéficier d'un plan de formation pour retrouver un emploi, et cet emploi leur donnerait l'autonomie financière pour pouvoir peut-être faire différemment, réapprendre leur vie de femme, peut-être seule, peut-être accompagnée, peut-être à nouveau avec leur conjoint si elles le souhaitent, mais de façon autonome. Voilà, donc on s'était dit qu'il fallait aller au-delà de cet accueil psychologique qui existe, qui peut être accompagné, dans les moyens seront toujours renforcés, mais qui sont déjà pris en charge, notamment très bien par la province sud, mais qui mérite d'avoir une prolongation. Moi, je voudrais... De l'accompagnement de ces femmes, il faut savoir qu'il existe déjà au sein des communes, notamment de la ville de Nouméa, mais dans les communes de l'agglo, par le biais des CCAS, on accompagne ces femmes, on les accueille. Il y a des espaces qui sont mis en place pour accueillir ces femmes, pour les écouter, pour justement essayer ensemble de démystifier les préoccupations et puis les orienter par la suite. Au niveau de la province sud, vous savez qu'il existe à la Maison de la Femme, en relation avec le Relais, qui est une structure d'accueil pour les femmes justement victimes de violences, il existe déjà un accueil
et un accompagnement de ces femmes. Et aussi, donc, il faut savoir que le relais travaille plus en relation avec la justice. Et au niveau de la maison de la femme, cet espace-là, elle est justement, elle a été aménagée pour accueillir ces femmes qui ont de fortes préoccupations, pour échanger avec elles et pour essayer ensemble de les orienter vers une formation ou vers un accompagnement psychologique ou autre. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Une autre mesure, assurer la formation du personnel judiciaire, médical et tout professionnel pouvant être concerné par la problématique des violences. Aborder cette question, je pense qu'il faudrait solliciter notamment l'État. Je vois qu'il y en a des parlementaires dans cette salle pour se faire le relais justement des moyens supplémentaires, que ce soit dans cette structure d'assistance qui existe sur Nouméa 1 au niveau judiciaire et policier, mais qu'il y ait des policiers qui soient spécifiquement formés pour l'accueil de ces victimes. Je pense que peut-être Ghislaine pourra intervenir, mais c'est vrai que la problématique en brousse a été soulevée. Il n'y a pas d'accueil de ces victimes lorsqu'elles vont pouvoir porter plainte. Le parcours est difficile, d'ailleurs souvent elles ne peuvent pas et elles ne veulent pas porter plainte. Donc on s'est dit qu'il fallait aussi au niveau d'une certaine systématisation de la main courante qui permette au moins qu'on ait des statistiques de ces violences qui sont pas forcément, qui ne vont pas jusqu'au judiciaire, et que ce parcours judiciaire soit renforcé et accompagné et qu'on ait des moyens supplémentaires de la formation au niveau de l'État. Je peux compléter bien sûr en disant que dans une commune on voit pas mal de cas qui passent, et puis c'est vrai que ces femmes, quand elles sont reçues notamment en gendarmerie, elles ont déjà le courage d'aller porter plainte. Il s'avère que on les reçoit pas comme il le faudrait, et le fait d'avoir des hommes autour d'elles, ça ne l'encourage pas à pouvoir se livrer. Donc heureusement la gendarmerie se féminise de plus en plus, et ça arrive même en brousse, on est bien content de cela, parce qu'on voit tout de suite que les femmes sont plus proches de ces personnes-là et peuvent mieux leur parler. Donc là je pense qu'il faut vraiment avoir une petite cellule psychologique dans chaque gendarmerie, avec éventuellement des femmes, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler à une femme, pour la comprendre. Et puis surtout évoluer dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur de parler devant des hommes, des gendarmes, qui sont toujours un peu, ne serait-ce que par leur uniforme, un peu repoussants, quoi. Voilà. Alors je poursuis là, cette fois-ci, c'est une mesure femmes et famille, mettre en place des mesures pour le développement de petites structures d'accueil familial pour la petite enfance et de garderies agréées, ainsi que le soutien financier aux familles en la matière, notamment une aide pour la garde à domicile. Alors on est bien conscient qu'il existe déjà des choses pas mal qui se passent, que ce soit en province nord ou en province des îles, concernant ces petites structures. Mais compte tenu de la nécessité d'accompagner les mamans souvent qui travaillent et qui déstructurent leur famille justement par le manque de structure, voilà, un petit coup de pouce pour développer tout ça. Quelqu'un veut compléter ? Oui, donc ces structures, on s'aperçoit aussi que c'est vrai que même dans les grandes villes, des grandes structures avec beaucoup d'enfants, souvent très chères d'ailleurs parce qu'il faut payer le service, ne sont pas tellement adaptées, puisque le matin, les mamans, c'est vraiment le casse-tête chinois pour s'organiser, pour déposer 3 enfants d'âge différents dans 3 établissements scolaires différents, notamment la garderie. C'est toujours un casse-tête entre le partage maman-papa, avec les problèmes que ça peut engendrer, parce qu'on a vu des bébés oubliés dans les voitures. Donc ce que je veux dire, c'est que la petite structure, genre la structure qu'on met en place aujourd'hui aussi pour les personnes âgées, maison d'accueil pour personnes âgées avec 5 personnes, donc les petites garderies avec 5 personnes, 5 bébés, 5 enfants en bas âge préscolaire, je pense que c'est la mieux adaptée, ça fait travailler du monde, ça reste un cocon familial, donc ça c'est très important, parce que quand il y a grande structure, il y a rupture du cocon familial, et je trouve que l'enfant, il sera mieux, parce qu'il sera mieux pris en charge, et
tout le monde a y gagné, et l'économie a y gagné. Donc il faudrait aider, c'est la mise en place de ces petites structures ou la mettre aux normes des maisons, parce que pour les personnes âgées, ce sont de simples maisons à mettre aux normes, et puis aider financièrement ces structures, plus que qu'on le fait à l'heure actuelle, parce qu'on le fait déjà, mais bien prendre conscience que, et puis bien sûr accepter que cela se fasse, parce que souvent on dit, oh mais non, on a déjà une structure grande à côté, pourquoi donc il faut que ça se fasse dans tous les quartiers, et puis qu'on puisse vraiment étendre ce système-là. Voilà. Oui, je voudrais simplement rajouter que ces structures, ces crèches qu'on pourrait créer et qu'on doit créer, vont permettre à des femmes de reprendre un travail ou de chercher un travail à temps plein, parce que le coût des garderies, quand elles peuvent trouver des places, est vraiment exorbitant. Et ça peut se comprendre parce que ces garderies sont bien encadrées par du personnel qu'il faut rémunérer. Mais ces femmes, ça va leur permettre quand même de pouvoir se réinsérer dans le monde économique, de trouver un travail et de pouvoir s'épanouir. Parce que ça aussi, c'est un frein à la recherche de travail, parce que quand il faut payer des garderies, eh bien c'est vrai que ça empêche parfois des femmes de se remettre à la recherche d'un emploi. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui doit être prise en compte rapidement, parce que c'est vraiment un frein. Oui, merci. On a eu un débat aussi, parce que bon, il va y avoir des textes justement sur ces gardes, sur la palette de gardes, sur la gratuité ou les aides qu'il pourra avoir. On a développé un concept qui est développé en Suède, puisque c'est l'un des pays les plus avancés en matière de droit familial. Et là, il existe des choses où il y a un système d'heures mensuelles d'aide à domicile, un genre de chèque, pas comme un chèque emploi, mais un chèque qui permettrait d'avoir un certain nombre d'heures pour les familles, pour faire garder leurs enfants à domicile. Donc effectivement, le travail à domicile est quelque chose qui se développe chez nous, qui peut se développer dans toutes les provinces, et on peut imaginer que ces aides à domicile soient aussi développées, encadrées bien sûr par des structures pour que ça se fasse dans des normes sécuritaires agréées, que ces femmes soient agréées, mais effectivement que cette garde puisse se faire à domicile, à côté d'autres travaux de domicile qui pourraient être en complément et qui permettraient, comme l'a dit Monique, de conserver un travail à temps plein et non pas de fonctionner toujours comme un système à la française, c'est-à-dire on est mère, donc on a un travail, des horaires adaptés ou un travail à temps partiel. Toujours dans le même ordre d'idée, nous avons évoqué aussi le besoin au sein de grosses entreprises, la création d'un espace de garde justement pour les enfants, pour accueillir les enfants des femmes qui travaillent dans les grosses usines ou bien dans les grosses entreprises. Moi, à ce sujet, je vous informe que KNS fait le nécessaire en ce sens. Et bon, je pense que les discussions sont en cours voilà, sur le Nord. Hein. Bon, peut-être qu'il faut prendre la tâche de Valéinco aussi, peut-être qu'ils ont le même besoin. David. Réaction à ce que vous venez de dire, on a eu ces débats entre nous, qu'il y ait peut-être une obligation, mais ça existe, je crois, dans le code du... Ouais, non, 300 salariés, à partir d'entreprises qui auraient 300 salariés, devraient effectivement proposer cette offre de crèche à leurs salariés. Et même si ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans des métiers qu'on pourrait dire physiques ou d'hommes, qui proposent aussi cette solution, parce que la question de la parentalité, elle s'aborde à deux. Souvent, c'est mieux. Et quand c'est ça, ben, si c'est un homme, effectivement, je pensais à la société Le Nickel, par exemple, ce sont des choses qui pourraient effectivement être étendues à des grandes administrations aussi et qui seraient proposées. Donc on avait par analogie vu le chiffre de 300 salariés. Sur les mesures, la mesure suivante, engager une réflexion avec le Sénat coutumier sur la place de la femme kanak face aux évolutions de la société. Alors là, Nadia, elle va intervenir. J'ai le bon rôle là. Non, peut-être simplement dire que y a eu déjà des espaces engagés dans les différentes provinces et même au niveau pays. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites.
mais sans rester à l'état, quoi. Donc donc notre souhait aujourd'hui, notre vœu, c'est peut-être de trouver un autre espace avec peut-être avec la commission intérieure du Congrès là qui a été créée récemment, engager des discussions proprement dites sur le sujet avec le Sénat. Donc voilà, mais leur faire les mêmes doléances, quoi. Donc voilà. Je voudrais ajouter aussi que moi je m'adresse là à nos coutumiers qui sont dans la salle, avec beaucoup de respect, mes grands chefs. Je voulais dire là, on ne veut pas bousculer nos traditions, mais on voudrait inscrire cela, là, cette discussion, cette réflexion, pourrait faire évoluer le statut de la femme par rapport à la société qui évolue actuellement. Et je crois que c'est une nécessité, mais sachez que nous avons besoin du soutien du Sénat coutumier, de nos grands chefs, de nos coutumiers dans cette réflexion. Voilà. J'en profite pour saluer la présence du sénateur Négaré qui est avec nous dans la salle. Oui, merci. Non, pour compléter ce qui a été dit par mes collègues élus femmes, c'est demander justement à cette institution reconnue par la Nouvelle-Calédonie, hein, où siègent nos coutumiers, nos représentants de nos chefferies, parce qu'on pense notamment, c'est pour évoluer le statut de la femme dans ses droits. Et on pense notamment aux deux droits auxquels elle est confrontée, le droit commun et le statut particulier kanak. Donc réfléchir avec nos coutumiers pour pouvoir apporter des orientations, des mesures et actions en faveur des femmes kanak de ce pays. Merci. On continue. Alors là, c'est une mesure femmes et travail. Donc il s'agit de demander de réaliser une étude juridique et économique sur l'égalité salariale homme-femme. Voilà. On a pratiquement fait... oui. Voilà, on a fait pratiquement le même constat. On a bien copié-collé, mais arrivé à un moment donné, on se rend compte qu'en métropole, c'est le même cas. Ici, c'est pareil. Donc, voilà. Il y a des collègues qui veulent réajuster. D'accord. On a tout dit, hein. Donc, je poursuis sur la mesure suivante, toujours sur la femme et le travail. Mettre en place un plan pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les entreprises et l'administration, concernant la formation, l'embauche, la rémunération, la flexibilité des horaires de travail. Alors, concernant la flexibilité des horaires de travail, c'est une nécessité pour les mamans qui travaillent et qui ont des enfants scolarisés. Donc là, il s'agit effectivement d'une négociation avec souvent le patron mais je pense qu'il faut arriver à intégrer dans les mentalités cette difficulté qu'ont les mamans, les femmes, à gérer ce travail lorsque les entreprises commencent très tôt à 8 heures pour certaines. Et donc, il faut aller déposer en même temps l'enfant seulement à l'école qui commence pas loin. Donc, souvent, on est obligé de casser le rythme de l'enfant pour pouvoir, on choisit le rythme du travail ou le rythme de l'enfant. Et il y a toujours un qui paye. Voilà. Donc, d'où cette mesure. S'il y a des collègues qui veulent donner des précisions. Oui. Dans ce plan d'égalité salariale, hein, puisqu'on a tous constaté les chiffres qui avaient été donnés par l'IDCNC, hein, qu'il n'y avait que 43% des effectifs salariés en Nouvelle-Calédonie qui étaient des femmes. Donc, et notamment, il n'y avait que 21% qui occupaient des postes d'autorité et de direction. Donc, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, on a pointé effectivement que souvent, lorsqu'on est chef de service, on est homme, mais quand on est adjointe, on est femme. Donc, effectivement, si on avait ces rapports, ces panoramas, ces plans de carrière, ça permettrait de faire augmenter, d'avoir un objectif ou un pourcentage à atteindre qui permettrait d'avoir une autre vision des choses. Quelque chose n'apparaît pas, peut-être que c'était développement du télétravail aussi pour certaines femmes qui le souhaitent, et dans certaines administrations je pense que ça serait possible. Voilà.
Favoriser à compétences égales l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans les conseils d'administration, dans les établissements publics, dans les sociétés d'économie mixte. Donc là, vous avez bien compris, hein, c'est au niveau des élus. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose des élus? Ils ont bien compris. Ensuite, alors je continue. Vous avez compris ou vous voulez que je reformule? On a très bien compris. Merci. Donc, je continue après, il faut passer à l'acte. C'est ça qui est important. Alors, la mesure suivante, assurer la parité au sein des différentes commissions intérieures du Congrès et de leur bureau. Favoriser... voilà. C'est bon, c'est... Alors, je continue. Favoriser la représentation paritaire au sein du gouvernement collégial sous la forme de listes alternées. Voilà. Intégrer dans le Code du travail en Nouvelle-Calédonie l'ensemble des mesures favorables aux femmes actuellement en vigueur en métropole. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? L'avant-dernière mesure, création d'un fonds paritaire afin d'assurer la rémunération du congé parental d'éducation à hauteur de 50% du SMG et la mise en place d'un soutien financier en faveur des familles monoparentales. Je peux parler un mot là-dessus? Je pense qu'il est important, au travers de cette proposition d'assurer une rémunération sur le congé parental, il a été évoqué d'une manière générale la politique nataliste en Nouvelle-Calédonie. Et rappeler qu'il n'y avait jamais eu une vraie politique d'incitation à la natalité en Nouvelle-Calédonie pour toutes les raisons que l'on connaît, puisque la pyramide des âges est inversée par rapport à celle de la France. En tout cas, elle l'était il y a quelques années. Il y a une stagnation des naissances aujourd'hui, mais en tout cas, on n'a jamais incité les femmes à faire des enfants. Donc, on n'a jamais imaginé des procédés pour les aider à élever leurs enfants tout en ne perturbant pas trop leur carrière professionnelle. Et donc, c'est l'idée de pouvoir aujourd'hui se mettre à imaginer un peu des mesures incitatives qui sont forcément un peu financières pour pouvoir encourager les gens à continuer de vouloir faire des enfants malgré l'envie qu'elles ont, que nous avons de continuer à faire une carrière. Les congés parentaux, c'est bien de prendre des congés parentaux, mais c'est limité à seulement celles qui ont les moyens de le faire. Cela est possible à partir de la fin du congé de maternité jusqu'au 3e année de l'enfant, mais seuls les gens qui ont un mari qui peut assurer peuvent prendre un congé parental. Alors on trouve que c'est un peu inégal et un peu injuste, et donc on souhaitait que soit éventuellement imaginée la solution d'une rémunération, ne serait-ce qu'à la moitié d'un SMG déjà. Alors évidemment, c'est toujours le problème du financement. C'est une mesure qui va encore être qualifiée d'une mesure sociale. Enfin, je ne sais pas comment on la qualifiera, mais c'est pas grave. En tout cas, il faudra trouver les moyens de la financer. Alors l'idée d'un fonds paritaire, ça va permettre tout un tas d'imaginations possibles. Et quand on dit parité, c'est pas évidemment faire peser ça encore sur le poids de l'entreprise parce que ce ne sera pas la solution, mais il faut qu'on trouve une solution pour aider à mettre en place un congé rémunéré qui serait très innovant. Enfin, la 13e et dernière mesure, mais on a dû les limiter, donc je vous rappelle, hein, on a vraiment priorisé, on a mis là vraiment celles qui nous semblaient vraiment les plus importantes. Redynamiser l'information sur la santé, l'hygiène, l'éducation et la violence. Alors, concernant cette mesure, on s'est effectivement rendu compte qu'il y a énormément de publications au niveau des provinces, de chaque province, et que souvent, elles restaient à l'intérieur d'une province et qu'elles avaient besoin de circuler. Quand on voit l'information qu'il y a au niveau de l'hygiène, l'éducation ou la violence, on a du mal à penser que ces mêmes informations ne profitent pas à d'autres provinces. Donc l'idée ici, c'est de redynamiser tout ce qui a été fait et d'essayer de l'étendre au niveau pays. Voilà, je voulais juste avant informer tout le monde que d'ici le mois d'avril-mai, il y aura la mise en place de la commission de la femme et que au Congrès,
Et donc toutes ces mesures trouveront, on va dire de manière tout à fait normale, hein, écho déjà au niveau de cette commission. Ce qui est aussi à rappeler, c'est qu'un rendu des débats qui s'est passé cette journée sera diffusé prochainement. Donc ça, c'est à l'équipe de rédaction que je voudrais également remercier du travail qui a été effectué. Et également, mesdames, encore je rappelle, c'est vraiment quelque chose de formidable que nous avons fait. Et je voudrais remercier le travail et la participation de chacune d'entre nous. Merci. Mesdames, je vous remercie. C'est bien hein, d'avoir des séances avec nos femmes élues parce que depuis le début de la séance, on n'entend que des applaudissements. Ça veut dire qu'on est heureux. Contrairement à d'autres séances où c'est quand même moins... je vais quand même passer la parole à nos collègues élus. Sans eux, si il y a toutefois peut-être des observations, des remarques sur les propositions faites par nos élus, vous avez la parole. Alors je parle au nom du groupe. Bien, je crois, pour se joindre à vous, pour les félicitations pour le travail accompli. Donc j'ai étudié en même temps que vous ces diverses mesures et je crois qu'elles sont toutes acceptables, soit par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il est directement compétent, ou éventuellement en passant par le Parlement s'il s'agit de modifier la loi organique. Je suis frappé notamment par le courage des femmes kanak qui demandent qu'on engage une réflexion avec le Sénat coutumier sur la place de la femme kanak face aux évolutions de la société, parce qu'effectivement c'est essentiel. Je crois que le progrès des femmes doit s'adresser évidemment à toutes les femmes, quelle que soit leur ethnie, leur progrès au sein de la société. Le reste, il faut dire que ça a déjà été vu au niveau international et en tout cas au niveau de la métropole, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à des résultats aussi en Nouvelle-Calédonie. Mais là au moins les mesures sont clairement indiquées, et comme vous l'avez précisé, il y a une commission de la condition féminine qui a été créée, et donc il pourra s'emparer de ces questions et solliciter le gouvernement. C'est quand même aussi le travail du gouvernement de nous présenter des projets. S'il ne le faisait pas, le Congrès pourrait faire lui-même des propositions. Merci en tous les cas. Merci Monsieur Bretonnier. Monsieur Michel, vous avez demandé la parole. Très rapidement, Monsieur le Président, simplement pour rappeler, comme l'a souligné Martine Nollet tout à l'heure, que cette initiative est une première au Congrès, et elle tombe bien parce qu'elle intervient au moment où nous avons tous ensemble modifié notre règlement intérieur du Congrès pour créer et installer une commission de la femme. Ce qui est une nouveauté également, et ce qui va permettre, au-delà des vœux pieux ou des opérations de communication, de permettre aux femmes qui se sont investies toute cette journée et au-delà des clivages politiques habituels, d'avoir un espace et une structure dédiée au sein même de notre Assemblée délibérante pour s'assurer, si c'était nécessaire, que les hommes tiendront leurs engagements et qu'effectivement les textes qui permettraient d'améliorer la condition féminine puissent effectivement être pris. Voilà. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'effectivement on puisse, à l'intérieur de cette Assemblée, au-delà des discours classiques sur la nécessité d'améliorer la condition féminine, engager quelque chose de concret. Et bien sûr, je vous encourage à poursuivre dans cette voie, puisque le meilleur moyen d'arriver à une évolution, c'est pas nécessairement de faire confiance aux hommes, mais c'est effectivement de vous occuper vous-même de faire avancer ça.
Merci. Et mes chers collègues, je vous propose de mettre un terme à notre débat. Hein. Pardon, Monsieur Nedoïch. Non, j'ai fait distribuer un texte tout à l'heure aux femmes, là, pensant qu'on allait discuter par la suite beaucoup plus. Parce que je pense qu'il ne faut pas, enfin, dans ce pays ou en France ou ailleurs, nous les hommes, on a coutume de pas prendre la tangente lorsqu'il s'agit des problèmes de femmes. Et on dit, par exemple, quand il s'agit de femmes de viol ou de femmes battues par un homme de classe, bonne classe, on dit que c'est un monsieur qui psychologiquement n'est pas équilibré, donc il est soignable. Mais dès lors qu'il s'agit d'arabes, d'océaniens et tout cela, on fait référence à sa coutume, à sa religion. Et du coup, c'est du racisme déguisé, je dis qu'il faut faire attention de ne pas utiliser le problème de la femme comme le problème des jeunes et tout cela, comme un début de domination. Et pour moi, aussi bien ici qu'en France, il y a des analogies frappantes. Je vous ai passé un texte intitulé L'image de la femme de la société occidentale, que vous prenez les philosophes, les religieux, Saint-Augustin, tout ça, Nietzsche, même Freud, là. Freud dit que le problème oedipien, une affaire d'homme entre le fils et la femme n'existe pas. Historiquement, on parle de l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon et tout ça. Et à un moment donné, j'aurais souhaité que quelque part, pour une femme, on dise que c'est la femme aussi qui est à l'origine de l'humanité. Mais il y a toute une pensée comme ça, même Kant, tout ça, qui dévalorise la femme. Et là, j'ai sous les yeux un texte qui est manifeste, qui a été signé par 313 femmes, où on apprend qu'en France, 75 000 femmes sont victimes chaque année de viols, mais une minorité, 10% seulement, saisit la justice, parce qu'ils ont peur. Le commissaire, hein. Et je rejoins madame, là, il est constaté aussi que 1 à 2% des auteurs poursuivis sont condamnés aux assises. Il y a une minimisation juridique du fait de viol, dont une grande partie requalifiée en délit finissent devant les tribunaux correctionnels. Et ça, on le voit ici aussi. Et c'est pour ça que l'autre jour, s'agissant du droit des peuples autochtones, je disais que les droits de l'homme ont été définis d'une manière très restrictive. Il s'agit de l'homme mâle, donc adulte et blanc. Et nous sommes là, en 1997, il y avait que 34% des députés masculins. Il a fallu 150 ans après la déclaration des droits de l'homme pour que vous et nous ayons le droit de vote. Donc il y a toute une histoire à casser quand même, hein. Il faut les intellectuels. Vous savez, je suis toujours frappé de l'image du couple Bernard-Henri Lévy et puis sa compagne là. Là, j'ai un bouquin de gens qui disent que je fréquente un peu depuis que je travaille dans le Santal, là, des gens qui, enfin, pas fréquente, je lis des bouquins sur les gens qui fabriquent la beauté, en fin de compte, là. Et puis, tous les couturiers sont des mâles, c'est eux qui imposent Puis, c'est Madame Dombral, je crois, hein. Et visiblement, elle s'est complet dans son rôle de petite mignonnette, alors que l'autre, c'est un intellectuel. Et il fait que beaucoup de top modèles se suicident de tout cela. Parce qu'on leur dit, voilà, vous êtes mignonne, vous êtes belle, mais vous avez trop d'idées. Il ne faut surtout pas qu'on soit intelligente, sinon. Et j'ai fréquenté également, enfin, tout à fait par hasard, le styliste japonais qui était actionnaire au Paradis d'Ouvert.
Et ce monsieur s'est fait distinguer parce qu'il fait des robes ou des chemises non repassées. Et une ou deux fois, je l'ai vu, il m'a demandé, par exemple, qui fait les robes popinées, je sais pas, peut-être les femmes elles-mêmes. Lui, il disait qu'il faut combattre l'idée que les femmes, pour réussir, doivent séduire. Donc on leur impose, autant chez les musulmans, on habille les femmes, mais chez nous aussi, on habille les femmes, chez les hommes, hein. On les déshabille plutôt qu'autre chose, des fois. Hein. Et voilà. Mais pour revenir à... C'est une coutume, il ne faut pas qu'on se dérobe aussi. À un moment donné, M. Gomez, un peu... Oui, c'est un peu moqué de moi, parce que les... Aujourd'hui, exceptionnellement... Non, on s'est accueilli dans la chefferie où je suis, des femmes de chez nous qui voulaient s'expliquer avec les hommes, là. En fin de compte, ça a été une ambiance comme ça. Et je trouve que dans la coutume de chez nous, on reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme, les jeunes et les vieux, mais on conjugue ces différences de manière à lutter contre l'idée que la mort est plus forte que la vie. Donc, vous voyez les résultats. On sait que dans la restauration, la gestion des hôtels, les magasins sont meilleurs que les autres. Je ne sais pas pourquoi, il paraît que c'est général en tout le Pacifique ou en Indonésie. Mais rien n'empêche quelqu'un de réussir individuellement, pourvu qu'elle participe à cela, à l'idée qu'on doit combattre l'idée que la mort est plus forte que la vie. Rien n'empêche une femme d'être au cinéma. On a dit ça, et du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a été repris par nos femmes, disant qu'il y a un grand chef qui tirait les ficelles, c'est pas vrai du tout, ils ont été voir, oui. Mais je pense effectivement que rien n'empêche les femmes kanaks d'être président de la République future, ou d'être sénateur coutumier ou sénateur tout court. Madame Lagarde est venue chez nous, elle est accueillie, et puis les gens ont voté pour elle. Bien qu'on ne soit pas de la même parti politique, les femmes ont voté pour elle. Mais il ne faut pas qu'on se serve de la coutume ou des différentes affiliations pour noyer des problèmes importants comme ça. Hein. Parmi les signataires du manifeste tout à l'heure, il y a Madame de Villepin. Et visiblement, ce n'est pas une femme de Marais, encore à moins que je me trompe. Et puis une journaliste. Mais ces femmes disent qu'on a été violées. Et on a du mal à se faire entendre, à chaque fois à se disqualifier en correctionnel. Et ici, on nous dit, mais la coutume favorise le viol, je ne sais pas trop comment. Mais c'est parce que, d'après ce document-là, lorsqu'il y a un viol, mettons, dans un parking, quelqu'un ne comprenait pas ça, tout de suite les femmes vont porter plainte. Mais lorsqu'il s'agit d'une famille, de grand-père ou de tout ça, là, on est moins réticent, plus réticent parce que c'est de la famille, je ne sais pas. C'est un peu comme, voilà. Et c'est vrai que je dis que, bon, en tant qu'un peu vieux du Congrès, là, il ne faut pas mettre des excuses devant les problèmes humains, là. En ce moment, nous avons des suicides énormes aussi de loyauté. Et la plupart sont des hommes. Madame Panchou m'avait donné des documents concernant l'accueil des SDF. La plupart des SDF maintenant à Nouméa sont des gens des îles. Nous sommes supposés être coutumiers. Mais c'est des hommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous décrochons beaucoup plus? Là aussi, il ne faut pas qu'on se cache, disons... On voit qu'à côté, vous allez au magasin de chez nous, là, la plupart de celles qui réussissent en gestion commerciale, hôtellerie et tout ça, ce sont des femmes. Peut-être une culture aussi, je ne sais pas. Mais je voudrais dire ça surtout, c'est qu'on a l'habitude ici de politiser. De trouver quelle est la personne qui est en train de magouiller derrière les femmes pour tirer les ficelles. Ça, j'ai eu le soutien unique de M. Gomez à un moment donné parce que vous étiez prêts. Et c'est marrant, ça, c'est qu'on a l'impression que les femmes ne peuvent pas prendre des initiatives par elles-mêmes pour dire non, passe au Sénat. Et ça, il faut qu'on arrive à marcher ensemble. Mais pour finir, je voudrais quand même que dans le destin commun, on prenne en compte l'idée que chaque communauté, qu'elle soit océanienne, calédonienne ou d'origine métropolitaine, nous faisons de l'amour, c'est important.
que dans le centre de le débat que nous pouvons engager, et nous disons que les femmes, bien sûr, qu'elles peuvent devenir diplomates et tout cela, mais on a peur surtout qu'on évacue l'idée que la mort n'existe pas. C'est important chez nous les Océaniens. La mort est là, on fait face. C'est ce que M. Malraux dit, M. comment il s'appelle, Edgar Morin, disant que la culture est ce qui fait que la mort est neutralisée. Et nous ne voulons pas perdre ça. Nous, nos femmes et tout cela, que les femmes réussissent, ça va, que les hommes aussi. Et surtout pas qu'on fasse semblant de dire que la mort est là. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Nesline. Donc, je vous propose de mettre un terme à notre débat. L'objectif me paraît, j'allais dire largement, mais je ne vais pas le dire, parce que je crois qu'il y a énormément de choses encore à mettre à l'ordre du jour de notre future commission des droits de la femme, des femmes et de la famille. Nous transmettrons les propositions au gouvernement pour celles qui le concernent. Nous transmettrons aussi les autres propositions aux autres autorités compétentes. Ce débat très intéressant devra se poursuivre dans le cadre justement de la commission que nous devons mettre en place. Ce que je souhaite simplement, c'est que lorsque, bien entendu, nous aurons reçu les textes qui nous proviennent du gouvernement, oui, effectivement, il y aura débat. Je vous remercie pour votre participation à cette séance. Et je vous propose que le Congrès puisse donner un accord de principe sur le dépôt des propositions de résolution et de vœux sur le bureau du Congrès. Et je vais donc vous demander s'il y a des oppositions. Donc voilà. Il y en a peut-être, mais on n'ose pas le faire devant vous. Donc à l'unanimité, voilà, on adopte et donc on va demander aux élus qui ont travaillé sur ces vœux de signer la proposition de vœux qui va vous être remis par la demoiselle qui est là. Donc avant de lever la séance, je vous convie donc à un petit pot dans la salle du dessous. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre participation à la séance d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci monsieur. Pour nous, c'est pour ça qu'on. Merci monsieur, mais je vous informe, au cas où vous ne le sauriez pas,
que dans chacune de nos provinces, il y a une commission de la femme qui existe depuis. Donc, elle travaille correctement. Merci.